devient et comment fonctionne le culte de la victoire en Russie. Comment l'image de la Seconde Guerre mondiale est-elle utilisée par la propagande russe? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Galia Ackerman, écrivaine, journaliste et historienne, auteure de l'ouvrage Le Régiment Immortel. Galia Ackerman est également vice-présidente de l'association à l'Est de Brest-Litovsk et directrice de la rédaction du site Desk Russie. Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au podcast L'Ukraine face à la guerre. Vous êtes historienne, vous êtes écrivaine aussi, essayiste et journaliste. Vous dirigez l'organisation Desk Russie, mais vous êtes aussi auteur du livre sur le régiment immortel. Ce concept, ce phénomène qui existe en Russie depuis les années 2010, 2011 je crois. Et donc aujourd'hui, je propose qu'on parle un peu de ce culte de la Deuxième Guerre mondiale et surtout du culte de la grande victoire russe qui est devenue une réalité à part entière pour la Russie d'aujourd'hui et qui joue notamment un rôle très important dans cette action russe aujourd'hui, notamment aussi dans cette agression que la Russie mène contre l'Ukraine et globalement contre l'Europe. Alors ma première question serait quand est-ce qu'on peut situer justement ce moment où l'image, le phénomène de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale, Grande Guerre patriotique, c'est comme ça que ça s'appelle en Russie, est devenu un phénomène aussi important. Je crois qu'il y a une année très importante quand la militarisation de la société, et notamment de la jeunesse, a commencé. C'était en 2012 avec la création de la société militaro-patriotique. Et ce début de militarisation a coïncidé avec une initiative tout à fait locale de 3 journalistes de Tomsk qui, justement, en quelque sorte, en opposition à la militarisation officielle, ont proposé quelque chose qui semblait plutôt sympa, c'est-à-dire réunir des gens le jour de la victoire, le 9 mai, en Russie, pour qu'ils se souviennent de leurs ancêtres. Parce qu'il faut rappeler quand même que l'Union soviétique a perdu 27 millions de personnes dans cette guerre, dont un tiers des pertes militaires, 2 fois plus nombreuses que les pertes allemandes, mais aussi d'énormes pertes de la population civile, bien sûr, près de 3 millions de juifs, mais aussi des gens qui sont morts de la faim, des prisonniers de guerre qui ne sont pas tombés sur le champ de bataille, des gens qui ont été déportés en Allemagne, etc., etc. Bref, 27 millions de personnes, ça veut dire que dans chaque famille, presque dans chaque famille, il y a des gens qui sont morts pendant la guerre et ils proposaient, ces 3 journalistes de Tomsk, la ville sibérienne, de sortir dans la rue avec les photos de famille pour que chacun se souvienne son ancêtre. Cette initiative a été très vite soutenue d'abord par des autorités locales, régionales, et ensuite à partir de 2015, donc l'année suivante après l'annexion de la Crimée, c'est Vladimir Poutine en personne qui est sorti pour participer au cortège. À l'époque, rien qu'à Moscou, c'était
1 million de personnes qui ont participé à cette action. Et bien sûr, ce soutien massif a transformé complètement l'action de quelque chose de presque intime et familial en une démonstration de force. Parce que le régiment immortel, très vite, l'un des slogans est devenu «Nous pouvons répéter cela», c'est-à-dire nous avons gagné en 1945, mais nous pouvons gagner encore et encore. Nous pouvons répéter l'occupation d'une partie considérable de l'Europe et pourquoi pas de toute l'Europe. Ça a provoqué aussi peu à peu la militarisation, surtout des enfants. Ce que nous voyons aujourd'hui, par exemple, cette année, dans plusieurs villes russes, on fait des défilés d'enfants de la maternelle et d'enfants de l'école primaire. Des défilés, des parades où les chars sont en carton ou en plastique, mais peu importe, les enfants sont affublés d'uniformes de la Seconde Guerre mondiale. Il y a même des maternités où on met des calottes de militaires sur la tête des nouveau-nés. C'est toute une nation en guerre. Et donc, ça, c'est un phénomène, bien sûr, qui n'existait jamais, même pas sous Staline. Oui, exactement, parce que sous Staline et même après, quand la mémoire historique de ce que c'était la guerre était encore vivante, évidemment, on comprenait ce que ça veut dire la guerre. Ça veut dire la souffrance, ça veut dire la mort, ça veut dire des blessures, ça veut dire la destruction. Et donc cette glorification, en fait, de la victoire, elle est venue très tardivement au moment où il y a les témoins de les participants évidemment de cette guerre, grande guerre, n'étaient plus là. Mais la question que se pose tout de même, c'est que cette militarisation que vous évoquiez, donc militarisation de la société russe, qui avait commencé voilà en 2011 et qui continue justement, donc la Russie avait attaqué l'Ukraine pour la première fois en 2014 avec la Crimée, avec Donbass. Et donc ça correspond, en fait, ce cycle de la militarisation, il correspond avec le cycle de l'agression russe contre l'Ukraine. Et aujourd'hui, nous avons remarqué que durant les dernières années, donc après la grande invasion russe, à chaque fois, on attend le 9 mai avec beaucoup d'inquiétude parce que le 9 mai, c'est devenu une date sacrée, c'est cette parade, c'est voilà, c'est une démonstration de la force russe, etc. Et donc ça veut aussi dire une agression plus grande, comme par exemple aujourd'hui, nous enregistrons cet entretien le 7 mai, et donc cette nuit était une nuit très très difficile ici en Ukraine parce que l'alerte aérienne, elle sonnait pendant plus de 12 heures, et puis il y avait plusieurs missiles et drones même jusqu'à la capitale. Et donc c'est-à-dire que ça, c'est justement, ça coïncide avec cette agression-là. Qu'est-ce qu'on peut dire, hein, voilà, quel rôle joue toute cette cérémonie pour Poutine aujourd'hui pour justifier justement son agression? Euh, le régiment immortel a une certaine signification mystique. Il y a des textes, c'est quelque chose que j'ai analysé dans mon livre sur le régiment immortel, qui d'ailleurs a été traduit en ukrainien et publié en Ukraine. Euh, c'est une sorte de fusion mystique entre les vivants et les morts, qui ensemble forment une sorte de nation immortelle. Régiment immortel, c'est juste la nation russe. Mhm. Donc ce jour-là, les morts héroïques, et même pas moins héroïques, descendent du ciel pour fusionner avec les vivants et pour donner le sens à l'agression. C'est quelque chose d'assez incroyable, très païen d'ailleurs, avec le culte de la mort, le culte des morts. Et maintenant, l'un des slogans, si vous voulez, actuels, on parle de la famille,
bien sûr, les valeurs traditionnelles, mais surtout, et Poutine insiste lourdement dessus, on parle du service. C'est le sens de la vie, c'est le service à la nation. Et ce service, il suppose le sacrifice. Dans ce sens, il est très important que la militarisation commence littéralement à partir de la maternelle, presque depuis la naissance, parce que plus jeune est l'enfant et plus c'est facile de le transformer en soldat enfant. On le voit en Afrique, par exemple, où dans plusieurs guerres, il y avait des soldats enfants. L'enfant, il ne comprend pas la valeur de la vie, il n'a pas peur de mourir, très souvent, on n'a pas peur de mourir. Et surtout, il est très facile d'endoctriner un jeune enfant, beaucoup plus facile qu'un adolescent, par exemple. Et donc, on prépare les enfants pratiquement dès leur naissance à ce service à la patrie et le service égal au sacrifice. Vous vous souvenez que Vladimir Poutine, lors d'une rencontre avec les mères de soldats, de militaires tombés sur le champ de bataille, il a dit quelque chose d'assez incroyable. Il a dit, bah, vous savez, il y a des jeunes qui meurent dans un accident de voiture ou Mhm. d'une overdose ou dans une rixe. Ça n'a pas de sens. Alors que mourir au champ de bataille, leur vie a été remplie. Ils ont obtenu un objectif. Ça, c'est la vie. La vie, c'est la mort. La mort au service de la patrie. Oui, oui, et malheureusement, on constate exactement la même chose dans les territoires occupés en fait par la Russie ici en Ukraine. Certaines images nous proviennent depuis l'occupation et notamment ces images concernent la jeune naissance, la jeune enfance. Ça veut dire les écoles maternelles, mais ça veut aussi dire les écoles et voilà. Et donc cette assimilation des enfants ukrainiens aux enfants russes et donc dans le but que vous avez justement très justement évoqué de la militarisation et puis de cette éducation soi-disant patriotique pour justement faire des soldats de ces enfants-là. Et donc quand on nous pose la question mais pourquoi la Russie avait tellement pourquoi il y a déjà cette déportation des enfants vers la Russie, pourquoi il y a tout ce travail-là, ben justement c'est pour avoir plus de soldats. Mais à la fois, la question se pose, donc vous parlez de ce sacrifice-là, voilà, de but ultime de la vie humaine que de servir à cette grande partie, donc il y a ce sentiment de la grandeur, de la patrie, de quelque chose qui dépasse ton horizon individuel, et donc comme une nouvelle mystique ou peut-être une nouvelle quasi-religion, peut-on dire comme ça. Mais la grande question se pose, à quel point est-ce que ce corpus d'idées est-il partagé par la population russe? Évidemment, nous avons peut-être peu d'accès aujourd'hui, en tout cas moins d'accès à cette société russe que vous connaissiez bien à l'époque, mais là, avec cette fermeture, c'est peut-être plus difficile de dire, mais est-ce qu'on peut, comment on peut évaluer le degré d'adhésion, on va dire, de la population russe à cette nouvelle idéologie. C'est quelque chose qu'il est assez difficile de mesurer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un facteur très important. On revient à l'époque de délation pratiquement stalinienne, c'est-à-dire on a beaucoup de cas quand, par exemple, les directeurs d'école ou des professeurs d'école, des instituteurs, dénoncent leurs propres élèves parce qu'ils ont dit ou fait quelque chose, disons, une jeune fille a posé un autocollant dans le couloir Stop la guerre ou Gloire à l'Ukraine, c'est suffisant pour dénoncer cette jeune fille, c'est des cas réels. Dénoncer à l'occasion ses parents parce qu'ils n'ont pas assuré
l'éducation patriotique, dans certains cas, ça mène des gens directement en prison ou à la privation de droits parentaux, etc. Donc, dans l'atmosphère de délation, il est très difficile de mesurer qui adhère à quoi, parce que toute expression de désaccord peut aujourd'hui mener à la prison. Et c'est pas seulement des instances extérieures, le FSB, etc., qui veillent, mais il y a encore une fois pas mal de citoyens qui, soit par patriotisme, soit par peur que eux-mêmes ne soient dénoncés, Mhm. euh, dénoncent. Et donc, ça crée un certain climat de terreur dans la société. Il faut être, euh, il faut être extrêmement brave pour exprimer quoi que ce soit et même pour résister parce que vous imaginez que, disons, on oblige l'enfant à participer à des cours militaires ou des cours d'éducation patriotique, etc., qui formellement ne sont pas obligatoires, mais en réalité le sont, ou ce qu'on appelle les leçons sur les choses les plus importantes, qui est un autre mot pour éducation patriotique. Si les parents disent quelque chose à l'enfant, l'enfant peut les dénoncer aux instituteurs. Vous comprenez, dans cette atmosphère, il est très difficile de Mhm. savoir qui pense quoi, qui soutient vraiment, qui soutient pas vraiment. Et bien sûr, cette guerre patriotique aujourd'hui est fusionnée avec la soi-disant opération militaire spéciale, à savoir la guerre contre l'Ukraine. Et ce sont les anciens participants de l'opération militaire qui non seulement obtiennent des postes dans l'administration, mais aussi très souvent sont appelés justement pour s'occuper de l'éducation patriotique des enfants. Le passé et le présent fusionnent. Oui, le passé et le présent fusionnent et donc ça prive en quelque sorte cette société de l'avenir parce que ce cercle vicieux du passé présent, présent passé, donc chaque année le 9 mai, c'est comme si on revivait en fait le 9 mai de 1945, c'est-à-dire que cette grande victoire contre le nazisme, comme si elle revenait. Et donc, comme il retournait aussi, il apportait encore une fois cette grandeur au peuple russe, à cette Russie qui était qui a vaincu, qui était glorieuse en fait à ce moment-là. Et donc ça justifie en quelque sorte l'agression qui est aussi en cours. Mais on peut imaginer, on peut évidemment vous décrivez cette société fermée, cette société de l'angoisse, de la peur, c'est une société quasi totalitaire en tout cas très autoritaire et quasi totalitaire avec voilà, les dénonciations, avec des voisins, avec des instituteurs, avec que tout le monde a peur d'être dénoncé et que le risque pour la vie et pour la liberté, il est évidemment très réel. Mais à la fois, donc regardons de l'autre côté, donc regardons par exemple ce qui est en train de se faire pendant cette année 2025. Donc, pendant cette année 2025, nous avons cette nouvelle administration américaine, le nouveau président américain, Donald Trump, qui, lui, tout d'un coup, voilà, il décide que de nommer le 8 mai le jour de la victoire des États-Unis dans cette Seconde Guerre mondiale. Et dans ce geste, on peut voir plusieurs significations. On peut aussi voir une certaine rivalité. C'est aujourd'hui les Américains qui réclament d'être les vainqueurs principaux, n'est-ce pas, dans cette Deuxième Guerre mondiale. Quelle est la réaction du côté russe, selon vous? La Russie, enfin les propagandistes russes, essaient maintenant quand même encore de ne pas être trop déçus de Donald Trump, parce que l'engouement pour Trump a été énorme.
D'ailleurs, je me souviens que même avant la première élection de Trump, dans l'émission de propagande de Vladimir Soloviev, le slogan était Clinton, Hillary Clinton, c'est la guerre, Donald Trump, c'est la paix. C'est-à-dire, même à l'époque, on voyait en Trump quelqu'un avec qui on peut s'entendre. Mhm, Parce que la paix est un mot codé. Ça signifie bonne relation avec, quand il parle la paix, ça veut dire qu'il n'y aura pas de sanctions, parce que, bon, 2016, c'est après 2014, après mhm, l'agression contre la Crimée, il y a déjà les sanctions américaines et européennes contre la Russie. Et donc, il y avait déjà en 2016 l'espoir que Donald Trump va apporter la paix, la détente dans les relations russo-américaines. Maintenant, ces souhaits ont été ravivés. On représente l'Europe comme fasciste et qui a toujours été fasciste et nazi, c'est-à-dire maintenant, c'est pas seulement l'Ukraine est nazie, mais toute l'Europe mhm. est nazie. Alors que les Américains sont un peuple libre qui veut instaurer un dialogue et un climat pacifié avec la Russie. C'est un peu ça l'idée. Mais je crois que on entend un son de cloche déjà du côté russe. On ne veut pas encore être totalement déçu avec Donald Trump, mais on sent déjà qu'il y a la limite même à ce que Donald Trump, totalement pro-russe au fond, peut se permettre de faire. Et déjà aux États-Unis, bien sûr, il y a plusieurs sénateurs et membres du Congrès qui se lèvent pour justement renforcer les sanctions contre la Russie, etc. Quant à la proclamation de Donald Trump que l'Amérique a fait le plus que toute autre nation, bon, ben ça, c'est sa démence habituelle parce que, en effet, l'Amérique a beaucoup fait. Surtout, elle a quand même aidé l'Union soviétique avec le matériel militaire, avec les produits alimentaires. Je pense que cette victoire héroïque du peuple soviétique aurait été beaucoup plus difficile sans les Américains. Peut-être même qu'elle ne pourrait pas n'aurait aurait pu ne pas avoir lieu, mais le sacrifice humain, c'est 300 000 pour les Américains, 25 millions pour les Soviétiques. Donc, les Russes vont jamais gober cette prétention trumpienne que les Américains ont fait plus que tout autre peuple pour gagner la guerre. Ça, c'est un point de déception croissante. Oui, c'est une déception, on peut imaginer, parce que justement, ce droit d'exclusivité russe dans cette victoire de la Deuxième Guerre mondiale était important pour cette idéologie. Et donc, d'ailleurs, rappelons aussi que dans cette idéologie de la Russie comme peuple vainqueur dans la Deuxième Guerre mondiale, on oubliait aussi trop souvent le nombre d'Ukrainiens qui étaient dans l'armée rouge et qui combattaient avec d'autres peuples soviétiques à l'époque, et que les pertes parmi les Ukrainiens étaient énormissimes. Mais ce que la Russie a très vite fait après l'indépendance, après la chute de l'URSS, c'est de réclamer ce droit exclusif en fait du peuple russe que de se présenter en tant que vainqueur. Donc il y a quelque chose de très ironique en fait dans ce geste de Donald Trump, qui évidemment ce n'est pas le seul geste. On voit que Trump il est en train d'affirmer des choses souvent un peu grotesques. S'il n'était pas président, telle autre guerre n'aurait pas commencé. Mais c'est que aujourd'hui, quand il dit comme ça face à Poutine que voilà que c'est bien le peuple américain qui avait importé dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi voilà, c'est un challenge en quelque sorte pour Poutine, qui eux ils veulent avoir l'exclusivité, d'autant plus que cette parade le 9 mai 2025, il n'y en a pas tellement de leaders, hein,
qui se déplace là. Il y avait un moment où on se disait que peut-être que même Poutine allait inviter Donald Trump pour participer à cette parade-là. Visiblement, évidemment, aujourd'hui, ça ne va pas avoir lieu. Il y a des moins en moins de leaders mondiaux qui se déplacent pour assister à cette parade. Est-ce que déjà la représentation aussi faible de leadership politique européen et américain dans cette parade de Poutine, est-ce qu'elle démontre le niveau d'isolement en fait, de la Russie aujourd'hui? La Russie, depuis des années, dit maintenant que non, elle n'est pas du tout isolée parce que les grands de ce monde, comme en premier lieu le leader chinois Xi Jinping, sont là. De quelle isolation et de quel isolement on peut parler s'il y a avec nous, disent les Russes, les Chinois et les Indiens. Bon, bien sûr, le leader indien Modi ne va pas venir, mais Xi Jinping vient, Lula du Brésil vient, c'est-à-dire il y a quand même quelques leaders importants, euh, euh, non pas occidentaux, qui viennent et bien, du côté occidental. Bon, il y a le Slovaque Fico. Je ne sais pas si Orban va être là. Je crois que oui. Il était Donc, invité. Il était il invité. a été invité. Voilà. Maintenant, la nouvelle théorie, encore une fois, c'est que avec les États-Unis, on peut s'entendre, mais pas avec l'Europe, parce que l'Europe est nazie. Il y a quelques jours, peut-être 10, 12 jours, le SVR, le service des renseignements extérieurs russe, a publié une sorte de document programmatique qui explique que l'Europe a toujours été et reste Mhm. nazie, avec une caricature qui bien sûr a fait le buzz sur les réseaux sociaux d'Ursula von der Leyen en forme de la swastika, donc de la croix gammée. Ses quatre membres sont tordus pour former donc la croix gammée. Mhm. On dit que bon, c'est les Britanniques qui ont inventé les camps de concentration. Bref, tout ce qui avait, même le nazisme, en fait, c'était une invention européenne, ce qui est en soi vrai, bien sûr, allemande, et que la moitié de l'Europe a été nazie, et que ils ont été, même avant Hitler et après Hitler, et à ce jour, c'est toujours une idéologie nazie. Donc maintenant, l'Ukraine se trouve en très bonne compagnie de toute l'Europe. Euh, c'est c'est un peu ça, euh, la logique aujourd'hui, dire que l'Europe est nazie, donc on n'a pas besoin d'elle, en fait, au Mhm. grand défilé du 1er mai, mais en revanche, plusieurs pays, bien sûr, c'est très très loin d'être la majorité des pays, c'est peut-être un septième des pays du monde, et c'est essentiellement bon, l'Asie centrale, la Biélorussie, le Vietnam, la Chine, etc., qui sont présents, Venezuela, donc plusieurs pays parias non recommandables. Mhm. Mais ça permet quand même de dire, aux Russes de dire dans leur propagande que les idéaux russes sont très largement partagés, et la victoire russe très largement honorée dans le monde. Oui, mais le paradoxe dans cette propagande russe, comme voilà, qui présente l'Europe comme un continent nazi, c'est que bah, les seuls amis en fait de Poutine en Europe, ce sont très souvent les partis
d'extrême droite, comme par exemple, on peut donner un exemple en France ou bien ailleurs, ou même Fico, ou même Orban, ou même, voilà, aujourd'hui nous observons avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Roumanie, c'est toujours un candidat voilà, d'extrême droite qui est pro-russe, c'est-à-dire que ce sont des partis qui sont plus proches du nazisme, bon, si on peut dire comme ça aujourd'hui, qui soutiennent au contraire justement la Russie aujourd'hui. Mais vous savez, c'est tout à fait orwellien, c'est-à-dire on dit que le noir c'est blanc et blanc c'est noir, c'est l'Europe qui est nazie et ceux qui sont proches des nazis sont des anti-nazis. Voilà la logique russe. Oui, c'est ça, c'est ça la propagande. Mais nous pouvons constater quand même de l'extérieur de cette société que, évidemment, l'isolement, il est là. Et les tensions montent. Malgré tout, la Russie est en pleine guerre, en guerre de grande échelle depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Et donc, cette année, c'est une année particulière, puisque cette année, c'est pour la première fois que nous voyons que nous constatons cette inquiétude du côté russe, parce que ce n'est pas par hasard que Vladimir Poutine avait proposé un cessez-le-feu, une espèce de trêve pour 3 jours. Et les dates ne sont pas aléatoires, elles ne sont pas par hasard. Les dates, elles correspondent avec cette fameuse parade. C'est-à-dire du 8 à 10 mai, ça veut dire que pour avoir les festivités liées à la... Il veut arrêter la guerre actuelle pour justement célébrer, honorer la guerre du passé en toute tranquillité, n'est-ce pas? Et il y a cette inquiétude-là parce qu'il y a des drones ukrainiens qui survolent la frontière depuis plusieurs jours et vont jusqu'à Moscou. Nous avons vu la preuve durant cette semaine. Et donc, on sent l'autre côté, on sent que les Russes sont inquiets par rapport à cette date de 9 mai qui peut être pas si glorieuse comme ils n'imaginent. Oui, en Moscou, on a pris plusieurs mesures de sécurité, notamment Internet est extrêmement limité, tout simplement parce que ça permet un meilleur contrôle de l'espace, du cloud. Il y a aussi le renforcement des mesures antiaériennes. On a interdit à la population de lancer des drones, enfin, il y a bien sûr plusieurs mesures qui ont été prises à cause du danger des attaques. C'est très bien, ça veut dire que quand même, les Russes qui pendant 3 ans ont essayé, le régime russe, de faire semblant que la guerre se trouve quelque part loin et que ça ne concerne pas la vie quotidienne des gens, eh bien, ça concerne la vie quotidienne de plus en plus avec des attaques de drones ukrainiens, avec des avions qui ont été abattus, avec des navires qui ont été détruits, etc. Et nous savons que, par exemple, en Crimée, le défilé militaire a été à Sébastopol, a été annulé tout simplement par crainte exactement d'attaques ukrainiennes. Je pense que c'est quelque chose de très positif et important. L'ennemi ne doit pas se sentir en sécurité. Voilà, donc on voit déjà des premiers signes de ce que ce monde orwellien, voilà, face à la réalité de choses et face à la résistance ukrainienne et évidemment tout ce soutien que l'Europe apporte à l'Ukraine dans ce combat contre cette agression injustifiée. Donc évidemment qu'on peut pas mentir à l'éternité, on peut pas nommer ce qui est blanc noir à l'éternité. Donc avec le temps, les mensonges deviennent voilà plus trop évidents et puis il suffit d'être fort avec l'agresseur qu'il arrête son agression, en tout cas qu'il ne le présente pas comme un absolu. Merci beaucoup, Gala, pour cet entretien et pour tous ces éclaircissements que vous apportez à la question de cette mythologie de la Grande Guerre et de régiment immortel, évidemment, et voilà, cette nouvelle quasi-religion russe. Merci beaucoup. Merci Tatiana, à bientôt. Au revoir. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre.
N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Galia Ackerman, écrivaine, journaliste et historienne, auteure de l'ouvrage Le Régiment Immortel. Galia Ackerman est également vice-présidente de l'association à l'est de Brest-Litovsk et directrice de la rédaction du site Desk Russie. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.